Bonjour à tous, merci de nous rejoindre et encore merci de votre fidélité pour cette dernière partie de notre triptyque au sujet autour de la confiance. Pour rappel, on a la chance de pouvoir organiser ce tournage sur les lieux de BPI France. On est au Hub, boulevard Haussmann. On essaye de respecter les règles sanitaires et du coup on va être un peu tous espacés. C'est pour ça que je suis sans masque et que nos invités aussi seront sans masque tout à l'heure. Pour ça, aujourd'hui, on termine avec un côté métier. On a 3 belles startups qui vont nous rejoindre, qui vont pouvoir animer et répondre sur la finalité de tout ce qu'on s'interroge autour de la confiance. 3 belles startups qui sont Snapshift, Loomaps et Swile. Mais pour les animer, modérer ce dernier débat, c'est le directeur des éditions de Ouzbek Erika, donc Thierry Keller, qui va prendre la suite. Merci à toi, Jonathan. Alors oui, effectivement, c'est le 3e jour de suite que nous nous retrouvons ici dans ce beau lieu qui est le Hub de BPI France pour parler de la confiance. Donc, pour ceux qui nous ont suivis depuis mardi, on a commencé un peu large, on a un peu philosophé, on a parlé du contrat social, du rapport entre les citoyens, l'État, les entreprises. Et puis hier, on a accentué notre propos autour de l'entraide et de l'écosystème. Aujourd'hui, comme l'a rappelé Jonathan, nous nous intéressons à la vie de l'entreprise. On va être un peu plus en plongée RH avec effectivement trois représentants de start-up qui ont évidemment dû se redisposer pendant la crise et qui sont à la fois des startups, je dirais, à caractère technologique et qui proposent des outils d'aide aux salariés en général, et puis qui ont elles-mêmes leurs propres enjeux RH à l'intérieur de leur entreprise. Donc ça va être une séance un peu mise en abîme. Alors, je vais demander de venir me rejoindre sur ce beau plateau. Pour commencer, Anne-Carole Keun. Bonjour Anne-Carole. Salut à toi. Anne-Carole, tu es donc la directrice marketing de Swile, Jonathan vient de le rappeler. Félicitations, Swile. On a parlé de Swile aujourd'hui, tu nous diras peut-être pourquoi. Swile, c'est donc une start-up qui propose des titres restaurants, mais beaucoup plus que cela, hein, évidemment, et on y reviendra avec toi tout à l'heure. Élie Mélois, bonjour à toi, Mélie, salut, bienvenue. Tu es le cofondateur et le CTO de Loomaps, qui est un intranet social et collaboratif. Là encore, j'en dis pas plus, je te laisserai entrer dans le détail. Et puis enfin, notre 3e invité aujourd'hui, Olivier Séverins. Salut Olivier, bienvenue, prends place. Fondateur de Snapshift, une appli de gestion des temps de travail et de paix. Mais là encore, si on ne se tient qu'à ça, on a tout dit et rien dit. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander un peu à la cantonade, comme ça, on est dans un moment extrêmement bizarre, à la fois sanitairement, économiquement. On a tous dû se redisposer, télétravail, pas de télétravail, lieu, gestion des équipes. Comment, comme ça, au débeauté, on peut maintenir la confiance dans un moment si particulier, Olivier? Actuellement, donc effectivement, on est dans l'incertitude, on a assez peu de visibilité sur ce qui nous attend, on a traversé des épreuves et donc depuis le début de la crise, ce qui compte le plus, c'est de communiquer et de communiquer le plus souvent possible et avec le plus de sincérité possible. Moi, je joue beaucoup sur la transparence aussi et sur l'implication et je demande à mes équipes de participer le plus possible, de contribuer. Voilà, ce n'est pas simplement la parole qui descend, mais c'est vraiment l'échange. Ok, Anne-Carole, tu souscris? Alors oui, du côté de chez Swile, nous on avait déjà une culture forte sur le télétravail, puisqu'on a 35% des équipes qui sont en full télétravail déjà pré-Covid. Donc du coup, ça a été beaucoup plus facile pour nous parce qu'on a déjà les outils, on a déjà les rituels qui nous permettent justement d'être basés sur cette confiance et sur cette autonomie des équipes. Donc du coup, c'est vrai que c'est une grande chance et une agilité pour nous de pouvoir avoir cet ADN depuis le lancement de Swile. Donc la course d'élan était déjà bonne en fait, si je résume. Oui. Élie, de ton côté, rapidement sur l'ambiance du moment et dans son lien avec la confiance.
tout à fait. Je pense que ce qui était très important, tu le citais, c'est la communication, mais c'est aussi et avant tout pour nous la culture. Je pense que c'est dans ces moments-là où c'est un petit peu à la fois le crash test de la culture et le système immunitaire en même temps de l'entreprise. Elle est là pour corriger un petit peu les défauts d'organisation, et ça donne un cadre vraiment très clair aux employés sur l'organisation, sur la prise de décision. Donc voilà, s'il y avait un mot à retenir de notre côté, c'est s'appuyer au maximum sur la culture pour traverser ça tous ensemble. Ok, alors je précise, vous êtes maintenant des habitués de nos conférences Totem. Vous pouvez évidemment poser toutes vos questions sur l'appli, sur Livestorm. Et puis, on va aussi lancer un ou deux sondages et que je vous demanderai de commenter en direct au fur et à mesure où je recevrai les réponses. Pour ceux qui ne vous connaissent pas ou mal, est-ce qu'on peut rapidement refaire un petit tour d'horizon sur ce que vous faites exactement, peut-être rapidement, Olivier? Quand je disais une petite gestion de paye, bon... Alors, on ne fait pas la paye. On digitalise tout le back-office RH des TPE et PME des activités de commerce. Ça passe par la planification, l'organisation des tâches, des équipes, des temps de travail, la digitalisation de tout ce qui est administratif, l'automatisation de tout ce qui est administratif, afin que les équipes, les managers, les dirigeants puissent se consacrer sur les choses beaucoup plus essentielles telles que l'humain, le client, et le travail en collectif. Voilà. Ok, merci. Swile, vous avez des concurrents, Checkdage, Ticket Resto. Oui, surtout, si j'ai bien écouté la radio ce matin, vous êtes en train de au minimum les perturber. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire évidemment, et surtout on élargit le marché parce qu'aujourd'hui on n'est plus uniquement une plateforme titre resto, mais on vend vraiment de l'engagement aux entreprises. Donc c'est pour ça que le sujet de la confiance, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Et donc on a évidemment d'un côté cette carte Swile qui va regrouper tous les avantages salariaux des employés, et une plateforme qui va justement développer les liens de cohésion entre les équipes, qui va mesurer l'engagement, et ça peu importe où se trouvent les collaborateurs. Donc c'est vraiment justement un outil qui va permettre de pouvoir préparer l'avenir et surtout ces nouveaux modes de travail auxquels on fait face en ce moment. Swile, c'est Smile avec un M retourné. Exactement. Le W, c'est quoi? C'est Work, c'est ça? Exactement, le sourire au travail. Le bien-être, on pense que c'est ça qui va démultiplier la productivité en entreprise. Donc on veut donner tous les leviers aux entreprises pour pouvoir justement réussir ce challenge. Ok, de ton côté, Elie, un intranet social et collaboratif, c'est quoi? C'est le nouveau Facebook? On discutait, je peux me permettre, tout à l'heure on discutait un petit peu, l'idée c'est plutôt de conquérir le monde avant l'univers. Ouais, une de nos valeurs, c'est Be Bold and Do Amazing Things. Donc il y a vraiment une volonté, une grosse ambition chez nous. Et c'est vrai que quand on a fondé la boîte à Tassin-la-Demi-Lune en banlieue lyonnaise il y a quelques années, on a toujours voulu faire un éditeur mondial. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de rendre les employés acteurs chez nos clients. Et pour être acteur, il faut être aligné sur la stratégie, la culture, la connaissance, l'accès à l'information en entreprise. Et les gens sont habitués à une expérience sur les réseaux sociaux qui est très simple et très fluide, et on essaye d'apporter cette fluidité et cet accès à l'information personnalisée au sein des entreprises et des très grandes entreprises. Alors je le disais, on a des petits sondages à vous proposer. Olivier, tu parlais à l'instant de transparence. C'est la question que je voudrais vous poser, mesdames et messieurs. La transparence en entreprise, pour vous, c'est essentiel, à modérer ou impossible? Soyez sincères, on a aussi parlé de sincérité. Alors, peut-être pour entrer un peu plus dans le vif de la question RH, en lien avec la confiance. Moi, quand je vous entends tous les trois, je me dis, finalement, on vend de l'engagement, on veut rendre heureux ses collaborateurs, on est dans la transparence, on est dans le projet d'entreprise. C'est extrêmement ambitieux. Comment ça fonctionne? Comment on arrive à susciter de la confiance entre soi en tant que dirigeant et ses collaborateurs, et puis peut-être dans un deuxième temps entre le projet d'entreprise et nos clients. Mais d'abord en interne, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a quelque chose?
Alors, moi, si je peux prendre la parole, je dirais qu'on est en train de voir une évolution, c'est-à-dire qu'auparavant, on avait ce parti pris qui était de dire il faut que la confiance se gagne. Aujourd'hui, je pense que ça doit être inné, on doit avoir la confiance immédiate de nos collaborateurs, on doit leur faire confiance et on doit également leur donner le droit à l'erreur. Et donc, du coup, tout ce schéma très vertueux va permettre de faire en sorte que les gens vont prendre beaucoup d'autonomie, de responsabilité et qui vont participer au succès de l'entreprise. Et donc, je pense que c'est le vrai changement, c'est de faire confiance dès le premier jour à ses collaborateurs. On parlait de transparence et c'était le sondage, justement. Est-ce qu'on peut tout dire ? Est-ce que la confiance naît de la transparence, Olivier ? Et est-ce qu'il y a des choses qu'on s'interdit de dire pour le bien de... Hier, on était avec quelqu'un qui représentait une entreprise de medtech. On parlait du rapport entre le médecin et le patient, et donc dans le rapport à la vérité. Et est-ce qu'il y a quelque chose là qui relève de l'intangible, de l'intuition ? Alors, par définition, il y a un paradoxe entre la confiance et la transparence, puisque si on accorde la confiance, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être transparent. Enfin, voilà. Sauf que je pense qu'on est dans une société qui est un peu blessée, un peu meurtrie, et sur le plan politique, sur le plan sociétal, économique, l'entreprise, en particulier en France, il y a un gros problème de confiance dans l'entreprise. Et pour moi, la transparence est un peu quelque chose que l'on doit privilégier pour regagner la confiance qui a été perdue. Donc être exemplaire ? Alors pour moi, la transparence, c'est plus pour... quelque part, ça a été une obligation pour moi quand j'ai créé la société. C'est parce que comme je suis seul fondateur, j'avais vraiment besoin d'embarquer mes équipes. Et donc je me suis dit, dès le départ, qu'en étant transparent, en partageant mon aventure dans ses moindres détails avec mes premiers collaborateurs, ça les embarquerait dans mon voyage. Et puis finalement, ça fonctionne très bien. Et je trouve que ça a beaucoup de vertus. Ça responsabilise les gens, ça cultive l'empathie dans l'entreprise. Ça leur permet de comprendre l'environnement dans lequel on est, dans lequel on vit. Voilà, il n'y a pas d'informations qui sont confidentielles, classées secret défense. Dans une entreprise comme la nôtre, ce serait quand même le comble. Voilà, pour moi, c'est plus un style de management, presque une obligation de management. Mais je rebondis. Est-ce qu'il doit y avoir forcément une corrélation entre ce que tu vends et ce que tu es ? Tu dis ce serait le comble si nous-mêmes on bloquait l'information, alors que toi tu mets justement l'information pas publique, mais tu la rends disponible. Est-ce qu'on est obligé ? Est-ce qu'on est contraint ? Est-ce que c'est même une sorte d'obligation morale d'être ce qu'on dit ? Alors oui, ça d'être ce que l'on dit, oui. Je pense qu'il faut qu'il y ait un alignement total entre ce que l'on dit et ce que l'on est, ce que l'on fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui tolère plus des écarts à ce niveau-là. Après, justement, comme on a une vision, on a des valeurs qui sont sur la bienveillance, la transparence, la collaboration, l'entraide, et que l'on souhaite, ça fait partie de notre mission d'entreprise, vraiment d'essayer d'infuser ça chez nos clients ou d'aider nos clients. En fait, c'est plutôt d'aider nos clients à développer ça. Il faut que nous-mêmes, nous l'appliquions. Voilà. Donc on vit notre mission. J'avais le sentiment, Élie, que toi, tu semblais insister davantage sur la culture d'entreprise plutôt que sur la transparence. Est-ce que tu vois une contradiction ou juste une nuance ? Non, je pense que c'est une nuance. D'ailleurs, dans notre culture, une de nos valeurs, c'est sur la transparence et c'est what you mean, do what you say. Donc il y a vraiment cette notion de dire les choses telles qu'elles sont. En revanche, est-ce qu'on doit tout dire ? Ça, j'en suis pas forcément convaincu. Je pense qu'il y a des moments où donner de l'information sans avoir tout le contexte, ça peut être un peu anxiogène, par exemple. Donc il y a cette notion de transparence. Donc toi, tu serais plutôt le médecin qui dit au patient que... Non. Quand il va falloir dire quelque chose, on va le dire, mais il faut le dire au bon moment et avec le bon contexte. C'est plutôt une question de timing, alors. C'est plutôt une question de timing et de contexte. Ouais. Alors, on a le résultat du sondage. Bon. Alors, personne ne considère que la transparence en entreprise est impossible. Alors, soit ils étaient d'accord déjà, soit vous les avez convaincus. La transparence en entreprise est essentielle à 85%, à modérer 15%.
Et donc 0 pour impossible. Anne-Carole, ça te surprend pas, j'imagine? Non, je pense qu'il faut surtout casser cette culture du secret. Je pense que c'est ça que les gens veulent éradiquer, et que la transparence, et je suis d'accord avec Elie sur la compréhension de pourquoi les décisions sont prises, ça c'est vraiment essentiel. Donc il ne faut pas livrer uniquement de l'information brute, mais il faut expliquer, il faut donner le contexte, et je pense que plus les collaborateurs auront justement toutes les informations à leur disposition, plus ils prendront de meilleures décisions, et donc plus ils seront impliqués. Donc tout ça, c'est vraiment, encore une fois, un cercle vertueux, et la transparence est une des briques justement de l'engagement global des collaborateurs. Et comment on fait pour s'aligner quand on est dans un moment comme le nôtre où, bon, déjà pour commencer, vous avez quasi 2 sièges sociaux. Enfin, vous êtes quasiment un tiers de Total Exactement. Remote, un tiers à Montpellier, un tiers à Paris. Alors, je pense que la clé, c'est d'avoir un seul outil de communication. Et donc, du coup, nous, on a fait le choix de ne pas utiliser les mails. On a un seul outil qui est Slack. Et donc, du coup, l'ensemble de l'information de l'entreprise est sur Slack avec des channels bien organisés, ce qui permet d'avoir accès de manière asynchrone à l'ensemble de l'information de l'entreprise. Et donc, je pense que c'est assez rare comme organisation, mais ça peut être surprenant, mais en même temps, ça prouve son efficacité, puisque en fait, tout le monde est concentré sur le même canal de communication. Est-ce que tu penses que si tu étais sur l'UMAPS, ça irait mieux? Faudrait qu'on essaye. Comment tu pourrais la convaincre? Est-ce qu'il y a... Non, mais non, il y a quelque au-delà chose. de la blague, Ouais. qu'est-ce qui permet de s'aligner, sans être tous évidemment comme des moutons, je pense que c'est pas ce que tu voulais dire, hein, mais d'être vraiment alignés sur un même projet à partir d'un outil unique, justement? Donc là, je partage ce que tu dis sur le fait d'avoir des plateformes pour accompagner cette démarche. Et ça passe par la culture d'entreprise. Donc ça passe par l'identité visuelle, ça passe par l'organisation de l'information, ça passe par une certaine discipline dans le fait de toujours communiquer les choses de la même façon, d'avoir des process organisés, des KPI pour suivre un petit peu tout ce qui se passe. Et c'est sûr que quand tout ça est éclaté dans beaucoup de systèmes, c'est plus compliqué pour les gens de s'aligner. Et nous, on l'a vu, c'est vrai que le plus compliqué pendant la période de confinement, je pense qu'il y a 2 choses pour qu'une boîte fonctionne bien. Il y a d'un côté la productivité individuelle et du groupe, et de l'autre côté l'alignement. Et autant les gens étaient très productifs malgré les conditions, je pense, autant l'alignement, c'était peut-être la chose la plus compliquée. Et c'est vrai que d'avoir des plateformes qui aident, d'avoir déjà fait cette bascule vers le tout numérique, je pense que ça aide forcément les entreprises. Olivier, est-ce que tu souscris à cette formule que moi, alors, en tout cas, moi, qui me va bien, y compris pour chez Uzbek Erika, on est aussi une entreprise. Productivité, alignement, est-ce que c'est lié au lieu de travail, au lieu physique de travail? Alors, nous, notre expérience du confinement a fait donc... C'était une contrainte, donc ça a été subi. Donc c'est une grosse différence par rapport au télétravail, on va dire, organisé. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que la productivité individuelle était probablement supérieure à ce qu'elle est habituellement. Par contre, la qualité du travail collectif était pour moi inférieure. Et il y a eu un vrai problème également d'alignement. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que les gens avaient tendance à travailler, à privilégier les communications intra-équipe, mais pas inter-équipe. C'est-à-dire que... Donc le confinement a recréé du silo, oui, mécaniquement? Enfin, nous, c'est ce que l'on a constaté, et c'est pour ça que, dès qu'on a eu le feu vert, au début de l'été, la première chose qu'on a fait, c'est d'organiser un gros... off-site, on est parti à la campagne pour vraiment, pendant 3 jours, pour se réaligner. En fait, c'était hyper nécessaire. C'était nécessaire, ouais.
Mais si je peux ajouter un point, justement, l'importance de ces outils et de ces plateformes de communication, c'est, comme tu l'as dit, Elie, de bien l'organiser. Et donc, nous, on n'a aucun channel qui sont privés, et donc tout le monde a accès à l'information. Et donc, en fait, même s'il y a une discussion d'une équipe en particulier, chacun peut rattraper les discussions, suivre les discussions, et ça évite un peu ce côté silo qu'on peut créer plus naturellement. Oui, mais nous, on a la même organisation. Donc on a des centaines de channels. Et le problème, c'est que... Vous êtes combien, pardon ? On est une petite cinquantaine. Et le problème, c'est qu'en fait, on passe notre temps à lire. Et lire, c'est pas communiquer. C'est pas collaborer. Et donc, c'est là où c'est essentiel. Et donc, moi, l'outil Slack, ça peut être autre chose. Pour moi, c'est essentiel pour qu'on ait un système d'information qui irrigue vraiment toute l'entreprise et que personne ne soit exclu et que l'information soit accessible. Mais ce n'est pas un système de communication pour moi, ce n'est pas un système de collaboration. Et c'est là où il y a quand même du travail à faire. Et nous, on est en phase de recherche, on n'a pas encore trouvé toutes les solutions, on explore. Mais c'est ça qui est passionnant d'ailleurs, c'est préparer le travail de demain. Est-ce que le fait que, je me retourne vers toi, je suis désolé, mais est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de channel privé ne suscite pas des petits WhatsApp un peu parallèles ou en gros, est-ce que tu n'es pas en train de créer, au motif d'être très transparent, ce qui est sans doute très vertueux, une sorte d'externalité négative en communication qui consisterait à, en gros, se réunir un peu dans le dos des process ? J'ai pas remarqué ça. C'est surtout en fait l'accès à l'information. Je suis d'accord avec toi sur. En fait, c'est un outil de travail. Nous ensuite, on a une approche du télétravail assez particulière, c'est-à-dire qu'on ne croit pas à un modèle hybride où il y a une partie des équipes en télétravail et l'autre partie en présentiel. Donc, on pense que c'est très important aussi de se réunir. On n'est pas partisan du 100% télétravail, parce qu'en effet, travailler uniquement avec des outils digitaux, à un moment, en fait, toute cette créativité, elle n'existe plus. Et on a beau voir, l'énergie que vous avez dans un groupe n'est pas du tout la même que celle que vous avez derrière votre écran. Donc, vous avez beau avoir tous les outils du monde, les meilleurs, les plus performants, ça ne remplacera pas cette émulation collective. Donc nous, on a donné la latitude à chaque équipe, parce que chaque équipe fonctionne différemment, de pouvoir organiser, mais sur le même mode. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont 100% télétravail tout le temps, et celles qui sont en présentiel ont leur propre rythme, et tout le monde en même temps. On parle beaucoup de collaboration, de bienveillance, des mots qui, il y a 10 ans, étaient extrêmement nouveaux, qui aujourd'hui sont très utilisés. Moi, la question que je me pose, c'est, et que d'ailleurs je vous pose, c'est si à l'aune de la crise qu'on est en train de vivre, on ne va pas y revenir un peu sur ces valeurs-là. Est-ce qu'à force de valoriser le droit à l'erreur et la bienveillance, on n'affaiblit pas le projet global, Elie ? C'est très provocateur comme question, mais on est aussi marqué par des modes dans le management et forcément on est dans ce trend-là en ce moment. C'est une bonne question. Je vais, au risque de me répéter, je vais revenir un peu sur notre culture. On a une de nos valeurs, donc c'est Say What You Mean, et l'autre partie c'est Do What You Say. Donc il y a un sens de Lionel Jospin disait à peu près la même chose il y a 25 ans. De commitment et de faire, de discipline et de se dire, on a un projet qui est extraordinaire parce que avoir ces rythmes de croissance, avoir des bureaux partout dans le monde et mixer les cultures comme ça, c'est vraiment extraordinaire. En revanche, ça demande beaucoup de responsabilités des personnes et ça veut dire qu'une personne doit être doit bien connaître son poste, les attendus de son poste et délivrer les choses qu'elle pense délivrer. Donc, je pense que ça peut se faire avec de la bienveillance. Ce qu'il faut, c'est que le cadre soit bien défini, c'est-à-dire quel est mon rôle, quels sont mes attendus, qu'est-ce qu'on attend de moi. Et je pense que si ça c'est bien défini et si la culture et les cadres de décision sont bien définis, on peut être exigeant tout en étant bienveillant par construction. Olivier, tu voulais dire quelque chose ? Oui, parce qu'en fait, la façon dont tu poses la question, c'est un peu comme si la bienveillance c'était un gros mot ou une tarte à la crème. Mais en fait... c'est pas ça. J'ai pas du tout dit ça. Mais je t'en prie.
Oui, je me fais l'avocat du diable, évidemment. Moi, je suis pour la Mais non, bienveillance. c'est pas du tout ça, en fait. La bienveillance, c'est pas on est des bisounours et puis on a tous le droit d'être nuls, mais on est heureux. C'est pas du tout ça. C'est Et en faillite à la fin. Voilà. Et on est content. Non, c'est pas du On tout est ça. culte. C'est juste que on se veut du bien entre nous. On n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues. On est là plutôt pour s'aider. On se fait pas du mal. C'est juste, on travaille dans des conditions saines, humainement saines. Voilà, c'est vraiment ça pour moi, la Ouais, je comprends. bienveillance. Alors, avant qu'on passe encore une fois à la question de l'orga, j'ai encore 2 petites questions, parce que ce que tu dis forcément appelle la notion de sanction. Qu'est-ce qu'on sanctionne ? On navigue là entre la bienveillance et l'exigence, mais lorsque un collaborateur n'a pas été, je sais pas, efficace, productif, ou même assez collaboratif, est-ce qu'il y a la valeur d'une sanction qui permet de donner l'exemple aux autres et, je dirais, pardon pour l'expression, de réassainir un tout petit peu le process général ? Anne-Carole ? Moi, je pense, pour revenir sur la culture, qu'il faut qu'il y ait sanction quand justement il y a désalignement avec la culture de l'entreprise. Et qu'il faut à tout prix préserver, Elie, tu l'as dit, cette culture, et ça passe par justement s'assurer que tous les collaborateurs soient bien alignés avec les valeurs de l'entreprise. Et donc du coup, chacun en aime, il faut bien les expliquer, ces valeurs, parce que souvent c'est voilà, des phrases et catchlines qu'on utilise, mais quand elles sont bien faites, il faut les appliquer au quotidien et il faut expliquer aux collaborateurs. Et ça, je pense que c'est le devoir de l'entreprise, de justement avoir le courage de se séparer de certains collaborateurs quand il y a des alignements des cultures, pour éviter justement que ces gens-là développent une mauvaise influence sur le reste de l'entreprise. Elie, je te vois opiner du chef. Oui, bien sûr. En fait, la culture, c'est comme un trait tracé sur le sol, et on est soit avec cette culture, soit on adhère à cette culture, soit on n'y adhère pas, et ça, c'est pas grave, hein. Tout le monde n'est pas fait pour travailler dans toutes les entreprises du monde, et ça vaut pour les employés, mais ça vaut aussi pour les clients, ça vaut pour, voilà, si un client ne respecte pas la culture de l'entreprise et s'inscrit pas dedans, des fois, On peut sanctionner un client. On peut dire non à un client parce qu'il n'est pas en accord avec notre culture. Et voilà. Et derrière, comme tu le dis, il faut incarner cette culture. Ça passe d'abord par les dirigeants, mais ça passe par tout le monde. Si les valeurs, c'est juste des mots écrits sur le mur, ça ne sert à rien. Une petite phrase de Mark Twain et une autre de Einstein. Exactement. Et il faut vraiment l'incarner. Et il y a, je ne sais plus qui m'avait dit que la culture et la confiance, ça se gagne par goutte et ça se perd par litre. On en parlait hier avec Antoine Sierre de BNP Paribas, justement. Parce que pour ce qui concerne le métier de banquier, il était bien servi de ce point de vue-là. Alors, justement, cette culture d'entreprise, pardon, hein, j'essaye de vous challenger un peu sur... c'est mon travail, mais est-ce qu'on entre dans une entreprise qui a une culture à laquelle on se conforme, ou bien est-ce qu'on participe de la culture de cette entreprise? Et quel est le rapport de ce que je donne et de ce que je reçois, Olivier? Les candidats sont attirés par ce que fait une entreprise ou par ce qu'elle représente. Ils candidatent, ils postulent, ils acceptent une offre d'emploi s'ils adhèrent à la culture. Je crois, et ça, en tout cas chez nous, ça fait partie du process de recrutement. Il faut qu'il y ait on appelle ça un value fit, et c'est essentiel. C'est comme quand on va voter dans une primaire politique, on signe une charte. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout ça, mais c'est la... Non. Non, mais c'est juste les collaborateurs de l'entreprise et le candidat s'assurent qu'ils sont alignés sur les valeurs et qu'il y aura un match, un fit. Voilà. Donc, après, la discussion sur les valeurs et sur la culture, nous, c'est quelque chose qu'on a à peu près tous les 6 mois. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas écrit sur un mur, parce que ça peut changer. Et justement, c'est plutôt collaboratif, participatif. Et je trouve ça bien parce que c'est quelque chose de vivant qui est approprié par tous les salariés. Tout le monde peut y contribuer. Donc, et c'est ce qui fait que ça fait sa force. C'est que les salariés se sentent un peu propriétaires de la culture. Anne-Carole, sur cette
façon d'écouter les salariés. Est-ce que il n'y a pas aussi dans l'idée de la marque employeur et donc d'être attractif pour en particulier les nouvelles générations et les meilleurs potentiels et les talents, quelque chose qui est à cultiver, qui est la capacité d'écoute. Souvent, on discute avec des salariés. Alors, c'est vrai dans les grands groupes, beaucoup plus, où on entend des gens dire « je n'ai pas été écouté » ou pire, « je n'ai pas été entendu ». Comment on fait pour être à l'écoute et comment on fait pour qu'il n'y ait pas de déperdition dans un mal-être ou même plus positivement une proposition, une suggestion? Alors oui, je suis complètement d'accord avec ce constat. Il y avait encore ce matin un sondage dans Madines qui montrait que l'importance pour les collaborateurs, c'était vraiment d'être écoutés, qu'ils ne se sentaient pas assez écoutés. Donc du coup, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Il faut évidemment que la communication, on en revient toujours à ça, soit la plus fluide possible. Donc je pense qu'il y a plein de façons de mettre en place et d'avoir des rituels pour que la communication entre les équipes fonctionne. Nous, pour donner un exemple, on fait ce qu'on appelle des rétrospectives tous les 3 mois pour que les collaborateurs nous donnent des feedbacks sur l'organisation, sur ce qui va pas, ce qu'ils aimeraient changer. Donc c'est vraiment très ouvert sur tout, il n'y a pas de tabou. Est-ce que c'est anonyme, pardon ? Alors non, ça c'est fait par équipe et en fait c'est suivi, c'est-à-dire qu'à chaque fin de réunion, on se liste vraiment les actions qu'on va essayer justement de changer dans les 3 prochains mois et je pense que c'est la condition pour que ça fonctionne, il faut que ça soit très pragmatique et qu'on voit les avancées, parce que si c'est juste pour dire qu'on va augmenter tout le monde de 20%, je pense que c'est pas réel et 2 du coup pas crédible. Donc du coup ça c'est important et la deuxième chose qui peut être intéressante et ce qu'on développe justement chez Swile avec notre offre, c'est la possibilité de faire des sondages anonymes et de pouvoir justement mesurer l'engagement des collaborateurs pour tous ceux qui se sentiraient moins à l'aise pour justement exprimer leur frustration. Et donc ça permet de déceler des tendances ou des signaux faibles que le manager n'aurait pas forcément remarqué. Et pendant les temps de confinement notamment, c'était très utile pour... parce qu'il y avait un éloignement forcément. Exactement, et en fait, chacun a sa sensibilité, tout le monde n'a pas les mêmes conditions, donc du coup, quand on est loin, en fait, on passe son temps, je suis d'accord, à faire des réunions en équipe, mais en fait, il y a plein de choses en tant que manager qu'on ne voit pas, qu'on ne peut plus sentir comme ce qu'on sentait quand on était dans le monde réel, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est des petits outils qui sont très importants et qui aident à sentir le pouls, même si c'est anonyme, en tout cas, ça permet de se poser les bonnes questions. Elie, tu voulais racheter quelque chose, et puis ensuite je vais lancer le deuxième sondage. Je pense qu'il y a des gens qui sont très importants dans ce dispositif d'écoute, ce sont les managers de proximité. Il faut vraiment, pour le coup, eux leur faire confiance et c'est eux qui sont à l'écoute des personnes et qui sont censés remonter l'information, je pense. Et les quelques fois où on a été un peu plus direct et on a peut-être bypassé les managers, c'est là où l'information était la moins bien reçue, on va dire, par les personnes. Après, sur l'écoute, c'est important. Il ne faut pas non plus tomber dans une forme de clientélisme à vouloir prendre un petit peu les idées contradictoires. Je pense que et d'en faire une synthèse molle. Non, la culture, c'est quand même quelque chose de fort et de cohérent, et il faut réussir à... C'est le cadre que tu dessinais sur le sol tout à l'heure. C'est la ligne, exactement. Alors, je vais lancer un deuxième sondage pour parler un peu plus orga, parce que là, forcément, on a évoqué les valeurs et ce qui nous meut, finalement. Mais il y a aussi, sans doute, des méthodes, des modes de gouvernance. Une question extrêmement simple, basique pour vous, mesdames et messieurs. Vous pouvez donc voter sur Livestorm. Pour vous, l'organisation en entreprise doit être plutôt horizontale ou verticale. Très simple. Ce n'est pas une colle, c'est vraiment une demande de sincérité de votre part. Alors, on tourne un peu autour de cette notion comme ça, sans y entrer directement, mais du chef et du manager. C'est des choses qui reviennent dans notre conversation là. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il y a des entreprises avec un chef fort et puis des entreprises avec un projet fort? Ou est-ce que... prenons le cas de Swile avec un CEO et fondateur plutôt charismatique dont tu disais quand on préparait ce rendez-vous qu'il était un chef d'orchestre.
Oui, Est-ce voilà, que c'est je ça pense le but? La nuance, voilà, parce qu'un chef fort, il y a plein de façons en fait d'exercer une autorité ou un pouvoir. Donc c'est vraiment l'enjeu, c'est justement d'avoir le bon équilibre. Et je pense que le rôle, en effet, d'un manager, quel qu'il soit, que ce soit un manager intermédiaire ou le CEO de la boîte, c'est justement d'être un coach et un guide pour ses équipes. Et donc ce rôle de chef d'orchestre me semble indispensable pour, encore une fois, donner de l'autonomie à ces équipes. Je pense que la responsabilisation de chacun et le fait de pouvoir contribuer au succès collectif de l'entreprise, c'est ça qui va être très grisant pour les collaborateurs, qui va leur donner envie de se dépasser et d'appartenir vraiment au projet de l'entreprise. Donc, en plus d'être chef d'orchestre, je pense que l'autre challenge, c'est vraiment de partager la vision de l'entreprise pour que chacun soit aligné, et on rejoint cette histoire de culture qui entraîne ce cercle vertueux. Au point de départ, la culture, elle est voulue aussi par le fondateur. Toi qui es le fondateur unique de ton entreprise, est-ce que tu as plutôt l'impression d'être un chef d'orchestre ou un chef de guerre? Pas du tout. Provoque. Non, pas du tout un chef de guerre, bien sûr. Je dis ça parce que, excuse-moi, je me permets, parce que souvent dans les séminaires, dans ce que les boîtes de conseil peuvent proposer aussi aux entreprises, on fait venir un militaire, un policier, un pompier, quelqu'un qui est en uniforme. On cite beaucoup du Churchill ou du De Gaulle, hein, donc dans leur exercice du pouvoir pendant la guerre. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui est inspirant ou juste qu'on doit prendre avec précaution? Alors moi, j'ai pas pensé à De Gaulle et Churchill quand j'ai monté ma boîte. Et ce qui est vrai, c'est que quand on crée ça en son entreprise, on a sa vision, on veut travailler avec des gens qu'on choisit, qui nous choisissent aussi. Donc la culture se crée assez naturellement, c'est vrai, à partir peut-être de l'ADN du fondateur, mais petit à petit, ça devient de plus en plus inclusif. On retrouve toujours, je pense, l'ADN du fondateur dans la culture de l'entreprise. Mais pour répondre à ta question initiale, moi, mon rôle, c'est pas de donner des ordres, c'est d'aider. Enfin, d'abord, c'est d'aider mes collaborateurs à être le plus autonome possible, à être le plus libre possible et le plus engagé possible, à s'amuser, à prendre du plaisir, à vivre une belle aventure avec moi. Et moi, ce que je dis souvent à mes collaborateurs, à mes employés, c'est que ma plus belle récompense serait que les gens, quand ils quittent l'entreprise, se disent qu'ils ont passé de très belles années et qu'ils ont appris plein de choses. Voilà, et ça veut dire que j'ai un peu fait quelque chose de bien et que j'ai fait mon job. Donc moi, je suis plutôt pour une organisation où j'ai pas trop de place, en fait. Alors, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tu pourrais presque être dans le spin, comme on dit au golf, dans juste bouger l'effet, comme on dit un spin doctor par exemple, un tout petit effet où tu aurais low touch. Low touch, on est d'accord, c'est ça. Pour moi, c'est l'idéal. Et en fait, quelque part, j'essaye de, non pas que je veuille partir, je vais rassurer mes investisseurs et actionnaires. Surtout qu'avec un discours pareil, tu risques d'attirer des gens. Donc, non, mais je trouve que mon rôle, c'est d'essayer de mettre en place une organisation qui peut se passer de moi. Encore une fois, non pas que je ne veuille pas faire partie de cette organisation, mais c'est pour donner de la délégation, de l'autonomie, du pouvoir aux autres. Voilà. Anne-Carole ? Ouais, et du coup, ce que ça m'intéresse, est-ce que tu y arrives au quotidien ? Non, pas du tout. Là, tu rassures pas du tout tes collaborateurs. Non. Mais c'est intéressant parce que je pense que c'est un vrai objectif. C'est un long chemin. Élie ? Oui, non, je suis d'accord et je nuance. Je pense qu'il y a des périodes de l'entreprise où le côté chef de guerre va être nécessaire, quand on traverse des crises notamment. On a parfois besoin de quelqu'un qui prend l'autorité, prend les décisions et va tracer les prochaines étapes à très court terme dans certaines situations bien précises, bien sûr. Même si je partage ce que tu disais et je partage d'autant plus le fait que
ce sont les fondateurs et les dirigeants qui portent l'ADN de la culture. C'est vrai qu'on a pu voir et que quand on a un changement de dirigeant, on a souvent un changement de culture aussi. Ça a été le cas chez Microsoft assez récemment, par exemple, et c'était assez bluffant de discuter avec des employés de Microsoft avant et après le changement de dirigeant. Et donc non, je pense, pour en revenir à la question initiale, qu'il faut les deux. Il faut un projet intéressant et il faut des leaders charismatiques aussi. Mais tu parles de période de crise, donc là encore, le fameux timing qu'on évoquait en introduction, est-ce qu'on est le même dirigeant par temps calme, même si quand on est entrepreneur, le temps calme, c'est quand même assez rare, ou par temps très agité, voire carrément très difficile comme aujourd'hui ? Je pense qu'une qualité d'un dirigeant, c'est justement de savoir intervenir, de pouvoir prendre la bonne casquette au bon moment. Et effectivement, quand on traverse un moment un peu pénible comme on a traversé ces derniers temps, oui, il faut prendre le costume du chef qui rassure et qui sait où il va, et le capitaine. Enfin là, on a toutes les images d'Épinal qu'on peut recycler, mais c'est vrai. Mais après, il faut tout de suite, une fois qu'on a montré le cap et qu'on a rassuré, voilà, il faut redonner un peu l'autonomie et la liberté aux équipes. Voilà. Sinon, on en fait des assistés. Quand on pense à orga, gouvernance, alors surtout pour nous les journalistes que ça excite parce qu'on a toujours des trucs nouveaux à raconter, c'est la vérité. On égrène comme ça les différents modes de gouvernance. Alors on a beaucoup parlé de l'holacratie, on a beaucoup parlé d'entreprises libérées, on a beaucoup parlé de lean management, on a un peu l'impression comme ça que, mettons, tous les 5 ans, il y a une sorte de nouvelle martingale qui débarque dans le monde du management et sur laquelle tout le monde se précipite. Est-ce qu'il y a une organisation parfaite ? Est-ce qu'il y a une organisation universelle ? Est-ce qu'il y a une organisation... Moi qui aime beaucoup le football, c'est des choses qui se posent. Est-ce que c'est l'orga qui fait l'équipe ou est-ce que c'est les joueurs qui font l'équipe et donc l'organisation ? Et de ce point de vue-là, est-ce que vous pouvez nous dire tous les trois comment vous êtes organisés ? Est-ce qu'il y a un CODIR, un COMEX ? Est-ce qu'il y a des guildes, comme ça peut arriver dans certaines entreprises ? Encore une fois, je vais répondre, ça dépend du contexte. Nous, on l'a vécu, donc on est aujourd'hui à peu près 250, et c'est vrai qu'aux différentes étapes de croissance de l'entreprise, on a des organisations qui sont différentes, donc ça change tous les 6 mois peut-être. C'est un peu comme la constitution de la 5e République, elle est là depuis 58, mais elle bouge. C'est-à-dire que si je prends l'équipe technique par exemple, au début on était une petite équipe de 4-5 personnes, puis on a commencé à se spécialiser par métier, puis on a vu que c'était plus efficace, donc on a refait des équipes plus fonctionnelles. Et à l'échelle de l'entreprise, c'est pareil, derrière l'organisation va évoluer vraiment au fil du temps et en fonction du contexte. De notre côté, on a... un organe de décision qui est le COMEX, une culture commune qui permet à tout le monde de prendre des décisions dans un cadre qui est défini. Et là, on est dans une phase où on essaye de scaler, enfin de faire grandir nos process et les... T'as failli dire scaler nos process. et les KPI associés. Et en fait, c'est hyper important pour que les gens se sentent bien aussi dans l'entreprise. Quand le cadre est bien défini, que les objectifs sont bien définis, que la vision, que la mission est bien définie, c'est beaucoup plus facile d'être acteur dans ce cadre-là, puisqu'on sait ce qu'on attend de nous et c'est motivant d'essayer de répondre à ces objectifs. Anne-Carole, tu disais que tu ne croyais pas tellement, toi, à l'entreprise libérée. En revanche, tu crois à l'autonomisation. Alors, est-ce qu'il y a un curseur Alors, je pense en effet que l'entreprise libérée n'est pas une organisation optimale. Pourquoi ? Parce que je pense quand même qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient garants des décisions de l'entreprise. Donc, nous, pour illustrer, on n'a pas de COMEX. On a un rendez-vous hebdomadaire avec l'ensemble des managers. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on met beaucoup d'attente sur les managers intermédiaires pour qu'ils relaient vraiment les décisions, la vision et l'organisation de l'entreprise, pour que justement tout le monde se sente vraiment
impliqués dans les décisions de l'entreprise. Donc pour éviter d'avoir justement uniquement un organe très fermé, ça permet de mettre un peu tout le monde ensemble. Donc ça, je pense que c'est important. Et en termes d'organisation, je pense que ça dépend des équipes. Nous, au marketing, on a fait quelque chose qui s'inspire de l'organisation des développeurs et on s'est organisé en feature team. C'est-à-dire que j'ai splitté mon département en différentes équipes agiles dans lesquelles on retrouve tous les métiers du marketing et qui sont focus sur une cible marketing. Donc, de la même façon que ce qu'on a pu voir il y a quelques années côté développeur et côté technique. Et du coup, ça permet justement beaucoup d'agilité, beaucoup d'ownership du côté des équipes. Olivier, on vient d'avoir le résultat du sondage, sans surprise. La transparence, non, on n'est pas sur la transparence là. On est sur l'organisation. 82% horizontal, 18% vertical. Hein, mais quand même 18% de vertical. Il y a encore des gens qui ont une vision peut-être plus démiurgique de l'entreprise. Mais parce que je pense que c'est pas forcément un gros mot d'avoir justement des gens qui sont garants des décisions. Et si on donne, plus on donnera les bons leviers à chacun pour prendre les décisions, meilleures seront les décisions prises, mais en fonction des contextes et tout le monde n'a pas toutes les clés. Donc heureusement qu'il y a quand même des gens qui sont garants de faire évoluer les équipes, de les faire grandir, parce que si je ne crois pas bien à un système où voilà, chacun a son mot à dire de façon individuelle. Et puis tu as parlé des guildes. En fait, ça, quelque part, j'ai l'impression que c'est un peu une tentative de mélanger une organisation horizontale avec une organisation pyramidale. Donc en fait, il y a plein de gens qui essayent de réfléchir à quelle est la meilleure solution, non pas pour l'entreprise en général, mais pour leur entreprise, leur organisation, à un instant T du moment de leur développement. Nous, on est tout petits, on est à peine 50. Enfin 50, ça commence à être 50 individus, 50 consciences, 50... Bien entendu, mais c'est aussi peut-être sur les 50 et les 25 couteaux suisses. Et plus l'entreprise va grandir et plus il va y avoir de spécialisation, plus il faudra des relais, plus il y aura des risques de siloisation. Donc en fait, ça, c'est des sujets de réflexion qui sont quasi permanents quand une entreprise elle fait de la croissance. Alors, on a des questions qui arrivent, je les découvre en direct. Pensez-vous que les nouvelles façons de travailler exacerbées par la crise soient vraiment pérennes ? Alors ça, merci à Alice de vous demander d'être devin. En gros, est-ce qu'il y a un effet cliquet sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment, hein ? Alors moi, ce que j'espère, en tout cas, c'est que en termes de bienveillance vis-à-vis des collaborateurs et d'organisation du travail pour le bien-être des collaborateurs, j'espère, j'ose penser que ça s'inscrit dans la durée, que ce n'est pas un effet de mode. Enfin, même moi, fondamentalement, je suis convaincu qu'on ne peut passer que par là, on peut aller que dans cette direction si on veut s'en sortir. Après, sur le télétravail, je pense que c'est une très belle opportunité pour améliorer la qualité de vie de certaines personnes, pas tout le monde, mais il faut le doser, il faut l'organiser, il faut en discuter. Voilà, il ne faut pas que ce soit du télétravail subi et mal fait. Voilà. Vous souscrivez à cette réponse, tous les deux ? Oui, tout à fait. En gros, il n'y aura pas de retour en arrière. Non, et ce qui a été enclenché dans ce qui est vertueux doit être poursuivi. Il y a eu beaucoup d'investissements, je pense, sur l'équipement, en outils. La phase de digitalisation des entreprises s'est forcément accélérée. Donc, sur ce point-là, a priori, on ne reviendra pas en arrière. Et donc, forcément, ces outils vont faire qu'on va changer les modes de travail. Après, sur le télétravail en particulier, je pense que... je pense qu'il y aura un petit retour en arrière. On ne va pas aller vers le 100% télétravail, c'est pas possible, quoi. Mais surtout, je pense que ce qui est important, c'est que justement on mette ce nouveau débat dans la tête des entreprises et du coup l'importance
justement d'avoir ce rôle social que les entreprises doivent avoir. Et donc cette bienveillance, ce bien-être quotidien, je pense que les entreprises se sont rendues compte de l'importance et de l'impact sur la productivité. Donc je suis assez convaincue que ça va aller de plus en plus de l'avant et qu'il y aura de plus en plus d'entreprises qui mettront ce sujet au cœur de leurs préoccupations. Alors je rassure Caroline Lacan. Caroline, je vais poser votre question. Quand on parle de transparence en entreprise, on ne parle pas beaucoup de transparence sur les salaires. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est réclamé par vos collaborateurs ou est-ce que ça reste une sorte, dirais-je, de tabou acceptable ? En fait, il y a plusieurs sujets. Souvent, quand des boîtes parlent de transparence des salaires, en fait, elles parlent de communication de leur grille de salaire. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Et de l'écart entre le plus haut et le plus grand Oui, ou bien c'est un tableau avec un développeur débutant, il touche combien, quand il a 2 ans d'expérience, il est à combien, quand il est senior, il est à combien, un commercial, un SDR, enfin voilà. Ça, c'est une grille de salaire. Ça, je pense que c'est utile, sain, que ce soit communiqué en interne dans l'entreprise, c'est une forme de transparence. Après, à ce stade de ma réflexion, je suis personnel, je suis contre communiquer les salaires des individus. Personnellement, je suis contre communiquer les salaires des individus. Voilà, comme si c'était finalement du name and shame ou de l'outing. Ouais, parce que en fait, normalement, si on a une grille de salaire, déjà, il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'il y ait une prise de conscience sur une acceptation de la grille de salaire. Et oui, il y a des salaires qui sont différents selon qu'on est à tel poste ou tel poste ou tel poste. C'est ça le sujet fondamental. C'est que les salariés, et que même moi, j'accepte que les salariés qui soient payés plus que moi, c'est une forme de maturité. Après, il faut que les salariés aient confiance dans le fait que la grille de salaire est appliquée. Mais par contre, moi, je ne suis pas favorable aujourd'hui à ce qu'en face des noms de chaque salarié, il y ait son salaire. Ça me gêne. C'est peut-être culturel, peut-être que je ne suis pas assez moderne, mais ça me gêne. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et je pense que, en fait, pourquoi les gens se disent qu'ils ont envie de connaître les salaires des uns et des autres, c'est que souvent, ils n'ont pas de visibilité sur leur perspective d'évolution. Et donc, justement, avoir une grille de salaire avec la connaissance de la façon avec laquelle ils vont pouvoir passer à l'étape supérieure, ça va permettre justement de leur donner de la visibilité et donc du coup de renforcer leur motivation. Donc je pense que le sujet il est plus sur de la visibilité que créer de la frustration parce que ton copain de bureau est payé plus que toi et que tu comprends pas pourquoi. En fait, les gens ont envie de comprendre et on en revient encore à il faut comprendre les décisions pour pouvoir les accepter. Ce sera typiquement, si je vous suis, quelque chose qui créerait non pas de la confiance, mais de la défiance. D'avoir le salaire des uns et des autres, oui. Élie ? Oui. Oui, et donc nous on n'est pas arrivé jusqu'à la grille de salaire, mais on a mis en place ce qu'on appelle un carrière pass, donc un chemin d'évolution dans les équipes techniques. Après, je pense que c'est aussi un sujet très français. Hein. Nos employés américains se posent beaucoup moins de questions sur ces questions de salaire, justement. Donc, ils vous prennent pour des socialistes ? Non, sans aller jusque-là, mais c'est vrai que je pense que c'est très, très local comme préoccupation. Parlons un peu pour atterrir sur la fin de notre conversation, de la question de la décision. Je reviens encore sur la bonne décision, le timing, le contexte. Est-ce qu'il y aurait, d'après vous, quelque chose qui ressemblerait à une bonne décision ? Est-ce que c'est la décision qui est la plus rentable ? Est-ce que c'est la décision qui est la plus acceptée par l'ensemble des collaborateurs ? Ou bien est-ce que, en tant que dirigeant, en tant que directrice marketing, vous avez parfois une envie de décider quelque chose qui est peut-être contre-intuitif, mais dont vous vous dites quelque part que c'est la bonne ? Et ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, parce que c'est un bouquin que j'ai lu il y a peut-être une vingtaine d'années, sur la qualité du service client, la conclusion du livre, c'était que pour avoir un bon service client, il faut que les collaborateurs aient le pouvoir de prendre la décision devant le client.
Voilà, il faut pas que Pas qu'ils se sentent externes. Oui, et puis il ne faut pas que, que la décision soit prise loin derrière dans le back-office. Et c'est toujours resté. Voilà. Et moi, presque, enfin oui, mon challenge, c'est de faire que je voudrais avoir le moins de décisions à prendre. Si je peux mesurer la qualité de mon management perso au nombre de décisions que je prends. Plus j'en prends, moins ça veut dire que je suis bon. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas intervenir, je ne peux pas donner mon avis, mais en tout cas, il faut que les personnes qui les plus proches du problème, il faut que ce soit elles qui se sentent la responsabilité et le droit de prendre une décision. Et ça t'est déjà arrivé d'être convaincu par quelque chose pour lequel, au point de départ, tu te disais tu avais plus de réticence? Ça, très souvent, mais alors, pour te donner des Non, exemples, non, pas d'exemple, non, c'est juste pour savoir. Oui, bien sûr. Bien sûr. Anne-Carole, la bonne décision, c'est quoi? Alors, je pense que c'est... Est-ce qu'il y a des décisions de court terme qui nous paraissent absurdes et puis on se dit qu'à moyen ou long terme, on va être récompensé, entre guillemets? Je pense que c'est surtout la vie d'un manager, c'est de prendre des décisions très régulièrement. Donc, en effet, aller un peu plus loin que ça, c'est de donner la capacité à des gens qui ne sont pas managers de prendre des décisions. C'est exactement ce qu'on vient de dire à l'instant. Et donc, je suis d'accord avec cet accompagnement de la décision. Et encore une fois, on en revient à il faut leur donner le maximum de clés et de compréhension du contexte, des enjeux de l'entreprise pour que les décisions soient bonnes. Parce que généralement, justement, l'information est gardée tout en haut de la sphère et les autres collaborateurs ne bénéficient pas de cette explication qui leur permettrait de prendre de meilleures décisions. Donc je pense que c'est surtout, encore une fois, faire que les collaborateurs soient partie prenante du projet de l'entreprise et comprennent en fonction de leur métier et de leurs problématiques les enjeux de leur journée. Et là-dessus, je pense que la culture, c'est la clé. C'est-à-dire que la culture, ça définit la vision, la mission, la stratégie de l'entreprise, les valeurs. Et donc, un employé qui se retrouve face à une prise de décision, normalement, avec ce cadre, s'il agit en accord avec tous ces éléments, doit être capable de prendre sa décision. Et je pense aussi qu'il y a une histoire de timing. En architecture, on dit souvent que les meilleures décisions sont celles qu'on retarde le plus souvent. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est-à-dire urgent de prendre son temps. Exactement. Plus on va attendre, plus on aura d'éléments pour prendre la bonne décision. Il y a un moment, il faut décider, il faut trancher. Mais souvent, le bon moment pour prendre la décision, on le sent, quoi. Et ça sert à rien de trop anticiper les décisions. Question d'expérience aussi, de talent, peut-être. Donner de la confiance. Il faut que la personne, elle ait confiance en elle. Il faut qu'elle sache qu'elle ait le droit, et même qu'elle est encouragée à prendre la décision. Et qu'elle ait confiance dans son manager qui ne va pas lui tomber dessus si il ou elle a pris la mauvaise décision aussi. Donc c'est vraiment une question de confiance. Et comme le disait Elie, mais ce qui est très dangereux, c'est de donner de la confiance et de la délégation, mais sans donner les clés, sans donner les moyens à la personne de prendre la bonne décision. Donc le travail du manager, c'est d'éclairer et de donner le maximum de billes à ses collaborateurs pour qu'ils puissent prendre les décisions en étant sereins. Et le niveau de compétence et d'expérience dépend aussi énormément du contexte. C'était Andrew Grove, je crois, le patron d'Intel, qui disait que une personne, quand on la change de contexte, elle devient tout de suite incompétente, et le rôle de son manager direct, ça va être de la micromanager au départ, et puis petit à petit dans le temps de relâcher un petit peu son management et de la laisser beaucoup plus prendre des décisions. Et c'est vrai que la personne la plus compétente, quand on la change complètement de cadre ou d'entreprise, etc., elle n'a plus toutes les clés pour prendre les décisions, et c'est là où il faut être très près de cette personne, et petit à petit on va pouvoir se mettre en retrait, je pense. Comme un entraîneur en sport quasiment. Alors c'est ma dernière question à vous tous. En réfléchissant à cette histoire de confiance et justement de bon timing, de bonne prise de décision, je me disais qu'en sport, on appelle ça être dans la zone. Vous savez, quand un joueur de tennis, par exemple, vise les lignes et puis ça tombe sur la ligne, ou quand tout réussit. Est-ce qu'il y a là quelque chose dans la façon de manager des équipes, hein,
quelque chose qui relève du mystère, de quelque chose de peut-être un peu magique. Tout à coup, tout le monde est aligné, on se rend compte que justement, on a moins de décisions à prendre. Et puis, hop, patatras, un jour, on ne sait pas ce qui se passe. Le contexte, quelqu'un, soi-même. Cette zone, elle est fissurée. Est-ce que ça vous parle si je fais cette métaphore ? Oui, oui. et c'est une alternance de moments désagréables. On ne comprend pas pourquoi rien ne fonctionne. On doit prendre des décisions toutes les 5 minutes. Les gens nous interpellent pour des choses sur lesquelles on n'est pas interpellé d'habitude. Et puis petit à petit, en réglant les problèmes d'organisation, de structure, on va arriver à un moment où il n'y a plus de bruit. Ça roule, les bonnes décisions sont prises et on a l'impression qu'on est inarrêtable. On prend bien le vent, quoi. Exactement. Anne-Carole ? Oui, je pense que surtout, il faut comprendre les leviers d'engagement de son entreprise. Et donc, qu'est-ce qui fait que vos collaborateurs sont engagés au quotidien ? Et donc, du coup, en fait, généralement, on a l'impression que c'est très binaire et on va se dire, il faut faire un super environnement de travail et grâce à ça, vos collaborateurs vont être super heureux parce qu'ils ont la dernière table de ping-pong. Je pense qu'en fait, évidemment, l'environnement de travail contribue, mais il y a beaucoup d'autres leviers, pour ne citer que l'impact que les gens ont au quotidien, la reconnaissance qu'ils ont de leur pairs, le sens de leur job au quotidien. Et donc, en fait, il y a un ensemble de critères qui font cet engagement collectif. Donc, c'est pour ça qu'on en revient à cette mesure de l'engagement et que je suis convaincue que c'est très important d'aller chercher ces signaux faibles parce que sinon, en fait, on peut très vite passer d'un moment où on a l'impression que tout se passe bien, à justement ce moment où on ne comprend pas parce qu'on n'a pas décelé ces signaux faibles qu'on ne nous a pas donnés en direct, parce qu'évidemment, c'est des choses qui sont quasiment pas faciles. comme s'il fallait avoir un double regard, en fait. Exactement, et je pense qu'il faut comprendre, et en fonction des entreprises, des tailles d'entreprises, des secteurs, les leviers d'engagement ne sont pas forcément les mêmes, mais il n'y a surtout pas un seul levier d'engagement. Et c'est ça, je pense qu'il faut comprendre, et que les entreprises sont en train justement d'intégrer de plus en plus. Il y a beaucoup de boîtes qui se lancent sur justement l'accompagnement des collaborateurs, sur développement personnel, ou en cas de, je vais prendre un exemple, le décès d'un proche, les gens ne sont pas accompagnés aujourd'hui là-dessus, parce que les entreprises ne sont pas encore... Ou une rupture sentimentale. Voilà. Oui, exactement. Mais donc du coup, ils prennent en compte justement un ensemble de facteurs qui font que le bien-être peut s'exprimer sur différents leviers, et il faut essayer de réussir à trouver les moyens de le mesurer aussi bien que possible. Et donc je pense que ça, c'est l'enjeu principal des entreprises de demain. Olivier, la magie, elle peut survenir, elle peut se créer. Alors la balle sur la ligne, en ce moment, ça arrive rarement. Là. J'ai les moments de rêve magique, c'est plutôt rare. Quand ça arrive... Merci pour cette franchise. Cette touche d'optimisme. Non, mais quelque part, enfin, quand on grandit, quand on a tous les 3 mois, on a des nouveaux collaborateurs qui arrivent, on a des équipes qui grandissent, une organisation qui change sans arrêt. C'est juste, enfin, aujourd'hui, ça me paraît pas possible de vivre dans un monde harmonieux où tout est parfait et tout se passe très bien. En fait, c'est sans arrêt. On se une quête. Mais il y a un côté juste génial quand même. Il y a un côté passionnant. Et en fait, si un matin ou si un jour on se dit c'est cool, là on est bien, on sait que ça va durer 24 heures. Quand on se dit que ça va bien, c'est que derrière, il va y avoir. C'est pas possible que ça dure. Seuls les paranoïaques survivent, disait je sais plus qui. Ouais, un peu ça, ouais. Bon, non, mais on ne va pas finir là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a. C'est une quête, c'est un chemin. Et c'est ça aussi qui fait le sel du taf. Oui, et c'est pour ça que c'est important d'être. Enfin, en tout cas pour les dirigeants, de passer énormément de consacrer énormément de leur bande passante, de leur cerveau aux équipes et à la culture d'entreprise, aux valeurs, au style de management, à la communication. Enfin, moi, je pense que c'est le job principal d'un dirigeant. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous les trois. Merci. C'était la conclusion de notre série de rencontres autour de la confiance.
Je pense que ça a sans doute donné des billes, en tout cas à moi, très franchement, sur la façon de se comporter aussi avec ses collaborateurs, de prendre des décisions et de valoriser cette confiance qui n'est finalement jamais acquise, si je dois synthétiser. Merci encore à la BPI et au Hub. Merci à toutes les équipes. C'était un grand plaisir d'être avec vous durant ces 3 jours. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Et comme je le disais hier, ayez confiance, mais restez à l'écoute surtout des autres. Merci encore. Salut.